Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, je reçois Rodolphe. Rodolphe, d'ailleurs, on dit Car. En C'est fait, ton nom de tout le famille monde Ouais. dit carte, Ouais. alors qu'on dit normalement carte, donc je vais Ouais. laisser carte. Ouais, parce que ça fait un peu Mario Kart, mais à la fois, si on lit d'un point de vue français, effectivement, ça ne fait pas sens. Rodolphe Car, donc bienvenue dans cette émission. C'est la première fois que tu viens sur cette chaîne. La raison principale pour laquelle je t'ai invité, c'est parce que tu as écrit ce bouquin, Mélenchon, le bruit et la fureur, que j'ai trouvé très intéressant parce que, alors, j'ai rien contre la littérature centriste ou de centre-droit, mais la plupart des écrits récents sur Mélenchon, qui allait plutôt dans un sens critique envers Mélenchon, c'est plutôt une littérature qui vient effectivement de ce milieu-là, voire même d'un milieu anciennement socialiste, Exactement. parfois un peu qui est arrivé chez Macron derrière, et qui quelque part vient un petit peu de l'idée que Mélenchon a trahi sa classe politique, c'est-à-dire C'est une que brebis galeuse. Oui. voilà, c'est-à-dire que normalement, quand tu viens du PS dans les années 80, t'as été mitterrandien, ta trajectoire normale, c'est de devenir un vieux sénateur à 70-75 ans, et puis de finalement voter Emmanuel Macron et quelques taxes à droite à gauche, quoi. De finir comme Manuel Valls. Voilà, un petit peu. Et Mélenchon, c'est pas du tout la trajectoire qu'il a prise. Il est devenu véritablement prescripteur dans son milieu. Il définit en quelque sorte la gauche, et ça n'a pas du tout toujours été le cas. Donc voilà la raison pour laquelle je t'invite. Les premières questions que je voudrais poser, c'est plutôt sur la période de jeunesse, voire même de militantisme étudiant de Mélenchon. Comment il se situe dans ces années-là, et notamment par rapport au mouvement de mai 68, parce que il est lycéen à cette époque-là, mais il est déjà leader de son mouvement étudiant en 68-69, et pourtant, alors qu'on a l'impression que la plupart des personnalités de gauche qui ont vécu ces années-là ont été complètement transcendées par ces événements, on a l'impression que ça ne concerne pas tellement Mélenchon finalement. Quel est son rapport à mai 68 ? Tu veux peut-être que je revienne sur sa Ouais. date de naissance aussi ? Bien Parce sûr, que, absolument, vraiment, on peut commencer par là. Pour lui, c'est vraiment capital. Il est né en 1951 à Tanger, au Maroc. Ses parents sont d'origine italienne et espagnole. Donc il va naître en dehors du territoire historique français, et il n'a pas de sang français. Ouais. C'est un Européen, c'est un Blanc, évidemment, mais par contre, c'est quand même certaines indications. Et d'ailleurs, quand il rentre, on va dire en hexagone, ou en tout cas sur le territoire français historique, avec sa mère, ses parents avaient divorcé aussi, c'est une petite indication, et ben il atterrit à Yvetot, en Normandie, et pour lui, c'est un bouleversement total. Il va même, et d'ailleurs j'ai certains maintenant, parce que j'ai pas mal de LFistes dans les commentaires qui viennent m'attaquer, ils sont plutôt somme toute sympathiques. J'ai plutôt les anciens en fait de LFI. Ouais. C'est pour ça que c'est assez drôle, parce qu'ils écrivent de manière courtoise, alors que les jeunes sont beaucoup plus dans l'insulte ou dans la radicalité. Mais bon, en fait souvent il me reproche de faire de la psychologie de bazar, parce que quand Mélenchon arrive à Yvetot, donc en Normandie, pour lui c'est un vrai bouleversement, parce qu'il va revenir en disant que les Normands c'est vraiment des cutéreux. Ouais. Il y a vraiment dès le départ une haine du paysan enraciné. Ouais. Il n'a pas d'attache territoriale vis-à-vis de la France, quoi. Exactement. Et moi, comme je l'explique en fait dans mon livre, je reprends des déclarations de ses camarades au moment du lycée, au moment de ses engagements de jeunesse, et vraiment c'est pas quelque chose que j'ai déclaré comme ça en disant mais Mélenchon a une haine du français blanc parce qu'aujourd'hui il parle de Nouvelle-France. Non, c'est vraiment acté. Et d'ailleurs je renvoie nos téléspectateurs à plusieurs vidéos où il a fait des déclarations tonitruantes en disant par exemple qu'il n'aimait pas, ou il se sentait pas à l'aise quand il était entouré seulement de petits blonds aux yeux bleus. C'est quand même des choses pas anodines, faut quand même le souligner. Et donc oui, comme tu l'as dit, il atterrit en Normandie, ensuite il va faire ses études à Lons-le-Saunier, donc en Franche-Comté. Et là aussi c'est une indication, je refais une petite digression, parce que quand il prend le modèle de la ville, il dit que c'est un immigré de Franche-Comté à Paris. Mais pourquoi il dit immigré de Franche-Comté ? En fait, parce que pour lui, Paris est une grande ville où on a des immigrations de partout. Il va dire, à Paris, vous retrouvez des immigrés de Franche-Comté comme moi, des immigrés provençaux, des immigrés corses ou savoisiens comme moi, mais il y a aussi des immigrés algériens, marocains, maliens. Et en fait, il met tout le monde sur un même pied d'égalité. Et donc, un immigré corse vaut un immigré marocain, et un immigré provençal vaut un immigré... Il n'y a pas véritablement de statut national, en fait. Non, du tout, parce que lui, dans une conception républicaine d'égalité en droit.
Donc là aussi, c'est peut-être quelque chose sur lequel on reviendra dans notre entretien. Et donc, pour revenir à ta question initiale, son engagement au lycée se fait très vite. Il est partisan, comme tu l'as dit, de mai 68. Et très vite, en 1972, alors qu'il a à peine 20 ans, il s'engage au sein du parti trotskiste de l'Organisation communiste internationaliste, l'OCI. Et il y a une personne qui va exercer une vraie influence sur lui, c'est le leader historique de ce parti, qui est Pierre Boussel, dit Lambert. C'est pour ça qu'on qualifie les partisans, ou en tout cas les membres de l'OCI, de lambertistes. Et c'est vrai que là, ça va vraiment, structurer son imaginaire, sa base théorique aussi. Et c'est quelque chose qu'on va revoir jusqu'à la création de la France insoumise. Le mouvement trotskiste, c'est quelque chose qu'on connaît relativement peu à droite. On connaît l'entrisme en sous-marin, etc., etc. Mais vraiment, le mouvement trotskiste, c'est fondateur parce que, par exemple, passé par l'OCI, vous retrouvez Cambadélis, qui est un féodal du PS qu'on connaît un peu moins dans notre génération, mais qui était vraiment un ponte du PS dans les années 80-2000. Et vous avez Jospin aussi, et son frère. Donc c'est quand même intéressant de voir des personnes. Et c'est là aussi où il va rencontrer, par exemple, Corbière, qui deviendra son grand bras droit, si je puis dire. Pendant quelques années. Et là aussi, petite indication sur son passage chez les trotskistes. Il y avait une tradition chez les trotskistes, c'est quand on rentre, on prend un surnom, un peu comme dans la Résistance, si vous voulez. Et le surnom de Mélenchon, c'est Santerre. Santerre, qui était Santerre? C'est ce chef de la garde nationale qui a amené Louis XVI à l'échafaud. Donc là encore, quelques indications. Et enfin, pour finir cette parenthèse trotskiste, au sein du mouvement trotskiste, il y a vraiment, une structure pyramidale, vraiment quasi militaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans les différents partis que va constituer Mélenchon en 2008 avec le parti de gauche, quand il va faire scission du Parti socialiste, puis en 2016 avec la création de la France insoumise. Alors la France insoumise, c'est toujours prévalu d'avoir un mouvement gazeux, horizontaux, vous savez, bien sûr. La Vulgate est qu'un mensonge complet, mais en fait, la France insoumise fonctionne par cercle concentrique, et plus on se rapproche du chef, donc de Mélenchon, plus on a des gens, on va dire, cadenassés, ou en tout cas des cercles hermétiques. Donc là, il a vraiment conservé cette logique du trotskisme et aussi la grande logique de la stratégie politique. C'est pour ça, à mon avis, que Mélenchon est un personnage politique supérieur par rapport aux autres, parce qu'il a une stratégie, il a une volonté d'accession au pouvoir. Et là où il est supérieur par rapport aux autres, c'est qu'il respecte toujours cette maxime militaire, c'est de jamais faire prévaloir la tactique sur la stratégie. Il sait où il va arriver, et la tactique, c'est qu'il sait que parfois, il faut faire des petits détours. Il faut accommoder son schéma idéologique, prendre parti pour une chose et non plus pour une autre, comme vous pouvez le faire il y a 10 ans. Donc lui, il a toujours eu une oreille attentive là-dessus sur l'époque et son environnement. Oui, tout à fait. Et derrière, comment il évolue dans les années 70 ? Parce qu'il fait la rencontre au moins intellectuelle de François Mitterrand, qui a dessiné, pareil, toute une génération à gauche. Et je pense qu'il n'y a pas autant prescripteur à gauche que Mélenchon depuis François Mitterrand. Donc comment il vit son mitterrandisme dans les années 70 ? Pour lui, il le dit toujours, c'est une vraie révélation. Et là, ça me le rend, somme toute, assez sympathique, Mélenchon, du moins sur ce point, c'est qu'il est toujours resté fidèle à Mitterrand. Souvent, on parle du fameux tournant de la rigueur de 83, là où le Parti socialiste aurait abandonné son projet révolutionnaire pour se morfondre, ou en tout cas pour se compromettre avec l'économie de marché en quelque sorte. Exactement. Et Mélenchon, par exemple, a toujours défendu François Mitterrand sur ce point, en disant que non, on s'était confronté au mur de l'argent, c'est peut-être vrai. En tout cas, il est toujours resté vent debout et assez défenseur de Mélenchon. Il entre au Parti socialiste en 1977, et là aussi ça nous parle sur la mentalité du personnage, c'est qu'il va entrer sous les ordres de Claude Guermont. Claude Guermont, c'est vraiment le féodal à l'ancienne du Parti socialiste. C'est vraiment un féodal dans l'Essonne. C'est vraiment... je vais pas revenir dessus, mais parce que nous, on n'a pas connu directement cette époque, mais les années 70, 80, 90, on avait vraiment, mais même à droite, des personnalités qui étaient souvent des maires, des ministres, et qui avaient des pouvoirs, mais c'était vraiment des seigneurs entre guillemets, sur leur terre. Bien sûr. C'est notamment là qu'il va rencontrer des personnages qui vont compter quand même dans son parcours politique, comme Julien Drey, Delphine Batho, Harlem Désir, Gage aussi, il me semble, le député socialiste. Et donc là, il va faire son petit trou d'apparatchik de personnalité qui vit de la politique. En 86,
il devient sénateur. Ouais. Il est Benjamin, notamment du Sénat. Il va l'être jusqu'en 2000, donc c'est un vrai apparatchik. Mais là aussi, encore, où il a une certaine stratégie, c'est que lui, il a toujours eu une ligne populaire. Il avait toujours, si vous voulez, des feuilles de chou à côté du Parti socialiste dans lequel il écrivait, qui étaient des choses un peu plus radicales, on va dire, sur certains sujets. Mais par contre, quand Jospin l'appelle en 2000 pour rentrer au gouvernement, il accepte. Ouais. Parce qu'il a cette capacité d'adaptation. Ouais. Et il sait très bien s'en défendre de ce choix, justement. Ouais, derrière, il n'est pas resté le gauchiste, le puriste, le militant. Non. Il est allé se compromettre en disant, se compromettre. Pas se compromettre, mais en tout cas, il est allé dans le feu de l'action et il est devenu ministre de 2000 à 2002, par exemple. Effectivement, ouais, c'est ce que je note dans cette personnalité, parce que même quand il entre au PS, même quand il est fasciné par la figure de Mitterrand, etc., il reste quand même un peu un vilain petit canard au sein du Parti socialiste. Il s'oppose à Rocard, etc. Enfin bref, toute cette nouvelle école, un peu de deuxième gauche, et il s'oppose à ça en permanence. Et plus tard, dans les années 2000, il va être capable de jongler systématiquement entre, on va dire, l'appareil qui est beaucoup plus proche de l'État, à savoir le Parti socialiste, et à la fois les mouvements beaucoup plus radicaux qui sont en train de perdre en popularité dans ces années-là, dans les années 80, 90 et puis 2000, tout ce qui est Parti communiste, Ligue communiste révolutionnaire, tout ça, lutte ouvrière, tout ça, c'est des mouvements qui sont en perdition, mais qui ont quand même derrière une espèce de fureur militante qui reste malgré tout assez puissante, et il sait toujours très bien jongler entre les deux, je trouve. T'as tout à fait raison et d'insister sur ce point-là, parce que comme tu l'as dit, quand il devient ce soldat anti-Rocard, il sait qu'il est quelque part utilisé. Ouais. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été pensé. Julien Drey, dans son livre sur Mélenchon, revenait sur ce point, c'est que à gauche, souvent, quand on a des lignes opposées au sein d'un parti, l'une des stratégies pour faire emporter sa ligne, c'est de s'appuyer sur la jeunesse. Ouais. On appelle ça bétonner la fraction. On appelle ça aussi les promotions Lénine. À la mort de Lénine, par exemple, le parti en tout cas certaines lignes du parti ont fait venir énormément de jeunes, justement pour évincer petit à petit les anciens, en tout cas les anciennes générations. Et Mélenchon a tout de suite perçu l'importance d'avoir une oreille attentive sur la jeunesse et justement de s'en servir à ses dessins. Ouais. Par exemple, Mélenchon, lors du lancement de SOS Racisme, on le sait aujourd'hui, SOS Racisme, c'est une opération pilotée depuis l'Élysée par François Mitterrand, Jean-Louis Blanco et Jacques Attali, parce qu'à l'époque, justement, il faut faire oublier la compromission de 83 pour une partie de l'électorat vraiment radical sur les questions sociales, on va dire. Et donc, on va faire monter dans la société les questions antisexistes, les questions antiracistes, même dans l'histoire, vraiment, on va, essayer de culpabiliser le petit peuple autochtone en essayant de leur montrer que leur histoire, elle s'est fondée sur deux choses, la collaboration et la colonisation. Tout à fait. C'est les travaux de Benjamin Stora qui est d'ailleurs aussi un ancien trotskiste, intéressant à savoir, et même Paul Lyonnais, qui est un sociologue qu'on connaît un petit peu dans nos sphères et qui avait déjà écrit à l'époque, c'est un sociologue qui est mort depuis assez longtemps, et l'Artilleur avait réédité leur livre justement sur SOS Racisme. Donc oui, il comprend la logique de s'appuyer sur les radicalités, et là on peut faire le parallèle bien évidemment avec l'époque présente, avec Rima Hassan, etc., et même aussi en 2017-2018 quand il a évincé la ligne souverainiste, mais peut-être qu'on y revient après. Tout à fait. Tout à fait, on va évoluer un petit peu. Il a eu une période franc-maçon aussi. C'est quoi sa relation à la franc-maçonnerie dans ces années-là ? Alors, là, on a le lien direct aussi avec le trotskisme. Une des stratégies trotskistes d'entrisme, pour faire très simple, parce qu'il y a différentes lignes d'entrisme. Il y a l'entrisme en sous-marin, donc là où on ne se déclare pas trotskiste. Il y a l'entrisme aussi à drapeau déployé, où là on s'assume. Bon, là on va rester dans le côté un peu superficiel, mais qu'on peut comprendre. Les trotskistes, leur logique d'entrisme, c'était se dire on va envoyer des pions dans d'autres partis de gauche pour faire plusieurs choses. Tout d'abord de la récolte de renseignements. Quand même intéressant de savoir comment évolue, même parfois des données personnelles. Tu le sais aussi bien que moi, le monde de la politique est un monde sale, est un monde de boules puantes. Tu sais, là je fais une petite digression, mais j'ai un ami qui m'expliquait que dans un entretien du Canard enchaîné, un journaliste du Canard enchaîné disait « Nous, à l'époque, on faisait le tour des commissariats, on arrivait à nouer des relations avec certains commissaires ou commissariats, puis on arrivait à avoir un
petit peu un retour d'information. Un peu comme fait Mediapart, même si Mediapart le fait avec les juges, par exemple, les policiers, des choses assez bizarres, même voir les renseignements des fois. Bref. Et lui disait qu'aujourd'hui, on n'a même plus besoin d'aller faire ce tour des commissariats. Les personnalités au sein des partis viennent vers nous en nous amenant quasiment des dossiers complets pour descendre derrière. Et autre digression, c'est Branco qui expliquait ça dans une émission récente. Il disait, je connais pas Branco du tout, mais il disait que l'affaire Nicolas Sarkozy pouvait peut-être s'expliquer par le fait que Dominique de Villepin, on sait ses liens avec Mediapart aussi et Edoui Plenel, Edoui Plenel qui a essayé de le lancer un peu récemment, il y a eu un entretien entre les deux, que c'était peut-être une vengeance avec quelques coups de retard de Villepin contre Sarkozy. Parce qu'on sait que les deux, quand ils étaient ministres, ils s'envoyaient aussi énormément de boules puantes à faire Clearstream, etc. Donc là, ça nous sort un petit peu du clivage droite-gauche qu'on aime bien, mais il faut aussi comprendre que les luttes politiques sont des luttes de pouvoir interne, des luttes d'influence. Ça, c'est un peu le côté qu'on connaît un peu moins, mais donc c'était intéressant d'avoir ça. Et donc, je reviens au côté trotskiste. L'entrisme permet de faire de la collecte d'informations sur les personnes, sur le parti d'en face, et permet aussi de faire naître des scissions au sein des partis. Là, c'est intéressant parce que, par exemple, si tu prends le Parti communiste, récemment, il y a la jeunesse qui a fait des communiqués pour dire qu'il n'était pas sur la ligne de Roussel, et on sent que, enfin, en tout cas, c'est mon petit complot, ma petite thèse complotiste, peut-être que le Parti communiste français, ou en tout cas la jeunesse, a été... a subi un entrisme de la part de jeunes LFistes pour essayer d'orienter. Alors c'est un pur complot, hein. Je ne dis pas que c'est vrai, mais disons qu'on voit certaines choses qui évoluent en sens et c'est assez drôle. Et donc s'il y avait cet entrisme dans les partis politiques, une autre des voies d'entrisme des trotskistes, c'était le Grand Orient de France. On sait que énormément de personnalités du Parti socialiste ou des trotskistes se sont retrouvés au Grand Orient de France parce qu'ils ont compris que c'était une courroie d'influence. Bien sûr. Là-dessus, pas besoin aussi de partir dans des complots, tirage de ficelles, etc. Mais c'était important d'avoir, mine de rien, des relais aussi avec ces personnalités. Et Julien Drey, par exemple, revient sur le fait que lorsqu'il arrive en Essonne, Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu lui aussi qui l'a introduit là-dedans. Il le dit, il y a quelques déclarations que je reprends dans mon livre notamment. Et Mélenchon, lui, concernant la franc-maçonnerie, a toujours dit que c'était au moment de 83, quand vraiment lui, il se dit moi j'étais du côté de la révolution, c'était une déception vraiment, on voyait que la révolution socialiste à laquelle on aspirait, c'était pas le grand soir, quoi. C'était pas le grand soir du tout, c'était le matin pluvieux, on pourrait dire, et justement lui se dit à travers la franc-maçonnerie, j'ai redécouvert un élan spirituel. Ça lui a permis... en tout cas, c'est ce qu'il dit. Il revient aussi sur le fait que son père était franc-maçon. Aussi, autre indication. Et donc, pour lui, ça a participé de son renouveau spirituel. Et après, il n'est pas faux, si on reprend depuis la Révolution française, que la franc-maçonnerie a constitué... C'est une expression que j'avais trouvée chez un grand historien de la franc-maçonnerie qui avait dit que ça avait constitué le squelette invisible de la République. Par exemple, on sait que lorsque Napoléon arrive aussi au pouvoir, il s'est constitué aussi autour des loges, par exemple. Chaque grande armée, chaque corps d'armée avec sa loge. Donc c'est quand même la franc-maçonnerie, on n'a pas besoin de partir dans les grands complots, en tout cas, pour dire que ça a quand même eu une certaine importance, et notamment sous la Troisième République, où on savait qu'un certain nombre de députés, et c'était connu, et appartenaient. Donc lui dit toujours que ça lui a permis un certain regain spirituel. Et là, peut-être que je renverrai nos téléspectateurs à une autre vidéo qui est vraiment intéressante. C'est lorsque Jean-Luc Mélenchon avait fait un éloge funèbre à l'homme qui devait lui succéder normalement, qui est François Delapierre, qui est quelqu'un qu'on connaît absolument plus, qui était quelqu'un qui est mort en 2015 et qui était celui qui devait lui succéder. Parce que des fois, on me demande mais qui succédera à Mélenchon. Je dis malheureusement, celui qui devait peut-être lui succéder est mort aujourd'hui. Enfin, en tout cas, malheureusement pour lui. Et cet éloge funèbre, très laïque, mais assez avec une dimension spirituelle, je conseille vraiment nos téléspectateurs d'aller l'écouter parce que c'est assez touchant. Il y a vraiment, au-delà de l'orateur, parce que bien sûr, il ne prend pas ses accents tribuns pour rendre hommage à son camarade mort, mais il a vraiment des phrases qui sont vraiment touchantes. Et là-dessus aussi, ce qui est, à titre indicatif, est important,
c'est qu'il le dit très bien, le seul drapeau pour lequel il n'a jamais combattu, c'est pas le drapeau bleu, blanc, rouge, c'est le drapeau rouge. Ouais, c'est ça, c'est un peu sa nation à lui en fait. C'est sa nation complètement. Ouais, tout à fait. Et du coup, c'est qui ce François de la Pierre? Parce qu'effectivement, ça me permet de faire le pont sur cette personnalité que, à titre personnel, je connaissais pas du tout avant d'avoir feuilleté ton bouquin. Et donc, je connaissais pas ce type-là. Pourquoi il est aussi important dans le cheminement de Mélenchon? Ça a été vraiment, là aussi, un de ses premiers camarade de lutte, et notamment qui lui a permis, au moment de la constitution du parti de gauche, de le suivre. Il a fait partie des personnes qui ont accompagné Jean-Luc Mélenchon au moment de la scission. La scission vis-à-vis du Parti socialiste avec Mélenchon, elle est assez intéressante parce que Mélenchon, il avait voté Maastricht en 92. Ouais. Mais lors du traité constitutionnel européen de 2005, Mélenchon dit non. Ouais. Il s'oppose à une large partie des socialistes. Ouais, absolument. Le seul grand socialiste qui le suit à cette époque, il me semble que c'est Laurent Fabius. Tout à fait. Et Mélenchon, on peut voir pareil encore des vidéos sur Internet, au moment de l'annonce du résultat, pour lui, c'est une bouffée d'air frais. Il se dit, j'avais raison. J'avais raison, je me suis opposé, j'ai tenu ma ligne. Et enfin, on va pouvoir sortir de cette troisième voie socialiste. La troisième voie, à titre d'indication, c'était la troisième voie blairiste à l'époque, Tony Blair. Ouais. C'est vraiment quand une partie des sociodémocrates, des réformistes vont dire aujourd'hui, on est dans une économie de marché. La logique prolétaire d'opposition de classe, elle est complètement finie. C'est un peu la logique en fait social-démocrate post-mur de Berlin. Quoi. Exactement, c'est exactement ça. On a cette expression qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui, c'est faire son Bad Godesberg, c'est-à-dire que c'est les partis socialistes qui acceptent de dire bon, les gars, Lénine, tout ça, on va mettre un peu sous le tapis. On vit quand même dans une économie de marché. Ok, on va mettre des taxes, des réglementations à droite à gauche. Ok, mais on ne compromet pas, on va dire, l'architecture de la société en tant que telle. Exactement, et c'est pour ça qu'à cette époque, on va beaucoup plus parler dorénavant d'égalité des chances, d'égalité devant les droits, devant les possibilités. En tout cas, une partie du discours de la gauche change. Et Jean-Luc Mélenchon, il reste un peu retors, il a ses réflexes. Lui, il est fondé sur la conflictualité, pourquoi pas sur la violence. Et donc, lui se dit, tiens, enfin, on va pouvoir faire changer la ligne du Parti socialiste, sauf qu'il se rend compte que ça va absolument pas changer. Donc, il va prendre fait et cause un moment pour la rupture. Il partira et François Delapierre fera partie des personnes à partir avec lui. Et François Delapierre, il avait écrit des livres intéressants, par exemple, sur l'explosion de la dette des étudiants américains. D'accord. Qui, lorsqu'on s'intéresse aux États-Unis, la dette étudiante, c'est quelque chose de monstre. Je crois que les jeunes étudiants, quand ils partent notamment dans les grandes écoles, ils s'endettent à des plusieurs milliers de dollars. C'est pas juste un emprunt de 15 000 euros, en fait. C'est vraiment des emprunts. Ça dépasse régulièrement les 100 000 dollars. Exactement. Et lui, d'ailleurs, avait fait des livres là-dessus. Et après, il revient sur son engagement antiraciste. Parce que Mélenchon, en fait, le concept de Nouvelle-France, ça date pas de la semaine dernière. Bien sûr. Il en parle déjà en 2017-2018, lorsqu'il va faire le changement de stratégie, mais je pense qu'on va en parler juste après. Mais vraiment, c'était quelque chose qu'il avait déjà intégré dans son logiciel. Dès le départ de ses engagements, Mélenchon, il est anti-impérialiste, antiraciste, universaliste, et après il va juste accommoder selon l'odeur de l'époque. Ouais. T'as évoqué la question, je voudrais revenir dessus un petit peu, c'est son rapport à l'Union européenne, parce qu'effectivement il a été pour Maastricht en 1992, il a même dit par rapport au référendum des Danois qui avaient refusé Maastricht, il avait dit, si cruel que ce soit à entendre, les peuples peuvent se tromper, le nôtre s'est déjà trompé et on sait de quel prix il faut payer dans l'histoire le fait d'avoir manqué le train qui passait. Plus tard, dès 1996 il me semble, il dit que il s'est trompé sur la question de l'Europe, c'est-à-dire que c'était un échec total. Il militera du coup derrière contre l'euro, il militera pour le non à la Constitution européenne de 2005. Du coup effectivement il s'est rangé un petit peu derrière Laurent Fabius. Il a d'ailleurs dit à partir de 2005 il faut absolument que le candidat pour la présidentielle de 2007 soit un partisan du non. C'est intolérable que ce soit Ségolène Royal ou Dominique Strauss
Strauss-Kahn ou François Hollande, qui étaient un peu les noms qui circulaient à l'époque. Donc comment il se situe encore aujourd'hui d'ailleurs, en fait, quelle est l'histoire du cheminement de Jean-Luc Mélenchon par rapport à cette question d'Union européenne? C'est très bien que tu poses cette question parce que ça nous permet d'éclaircir un sujet. Mélenchon n'est ni souverainiste ni nationaliste. Oui. Non, mais des fois, je le vois revenir. Lui se présente comme un indépendantiste. Et par exemple, au moment de la volonté, par exemple, de Chevènement, de faire ce lien entre les souverainistes de gauche et les souverainistes de droite, il ne plonge absolument pas. Il n'est pas pour. Ouais, il prend pas l'hameçon. En 2017, au moment où Jacques Sapir essaye, pareil, de refaire une convergence des luttes, ou en tout cas des souverainistes derrière Marine Le Pen, il refuse aussi. Alors là où, à mon avis, il a été encore une fois assez stratège, c'est qu'il avait perçu, notamment via le monde diplomatique ou même des économistes comme Frédéric Lordon, la question quelque part de l'adhésion à l'Union européenne ou même de l'euro, ça a été un sujet qui a été autant embrassé par les intellectuels de gauche que de droite. On va plutôt ranger au camp extrême, même si le camp extrême, faut pas le prendre vraiment comme quelque chose qui dénigre, mais c'est vrai que Mélenchon, dès le départ, il a eu quand même un peu cette aura d'intellectuel d'extrême gauche, on va dire. Et quand c'est dans le monde diplomatique, c'est pas non plus dans Le Monde ou dans le Nouvel Obs. Donc là-dessus, faut aussi garder. Mais ouais, c'est intéressant de voir que là-dessus, il s'est emparé de la question. Alors lui dira toujours que c'était une déception, que l'Union européenne n'est toujours pas assez sociale. Il croyait à l'Europe sociale. Et c'est pour ça, comme tu l'as dit, qu'il va voter oui à Maastricht en 92, aussi, toujours par fidélité à François Mitterrand. Ouais. C'était cette fameuse thèse qu'il fallait clouer le plus rapidement possible, le clou des Allemands sur la table pour les garder avec nous. Parce qu'il y avait cette tentation vers l'Est aussi, sur laquelle on se méfiait à l'époque. Mais oui, faut pas se méfier, en tout cas, faut pas se leurrer. Il a toujours été européiste parce que Mélenchon est un internationaliste. Et là d'ailleurs c'est assez intéressant parce que parfois on a des personnalités de gauche, je pense à des streamers qui peuvent dire que par exemple le fait d'être nationaliste en 1789 ça a un aspect progressiste. Oui. Et c'est pour ça qu'à l'époque, on peut se revendiquer de la nation. On pense à Valmy, etc., parce que c'est la nation contre les féodalités, ou en tout cas les monarchies européennes. Mais une fois que la nation n'a plus son sens progressiste, il faut l'évacuer. Oui. Donc, ça devient une notion conservatrice, quoi. Exactement. Voire réactionnaire même. Et en fait, on comprend d'autant mieux, à mon avis, les positionnements de la gauche quand on comprend vraiment que l'objet politique en question, eux, ils le voient soit comme un objet réactionnaire, soit comme un objet progressiste. Et des fois, un objet progressiste hier peut devenir un objet réactionnaire. Et on voit que certaines notions peuvent passer à droite ou à gauche. Bien sûr. Par exemple, le libéralisme en 1789, du moins le libéralisme politique sur le développement des droits individuels, c'est quelque chose qu'on retrouve majoritairement à gauche. Alors qu'aujourd'hui, on va plutôt qualifier le libéralisme de droite. Donc on voit les évolutions stratégiques qui sont assez intéressantes. Bon, on ferme cette parenthèse. Concernant son positionnement européen, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'Europe de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas l'Europe de Brest à Vladivostok. Ouais. Bon, ça, c'est le grand continent eurasiatique, ou même, on va dire, de Brest à Tallinn ou à Riga. Ouais. Pour lui, il a une conception de l'Europe méditerranéenne, romaine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, cette conception romaine de l'Europe, ça l'amène à avoir un regard tourné aussi vers le continent sud-américain. Ouais. Parce que lui, il voit quelque part les pays sud-américains comme une continuité de nations latines. Il n'a pas forcément tort, par exemple, sur le droit. On sait, les révolutions, notamment Simon Bolivar, qu'il y avait une imprégnation européenne. Mais lui, c'est vraiment cette Europe-là qu'il a en tête. Et c'est pour ça que parfois, il dit... aujourd'hui, un Italien, un Espagnol ou un Français ont plus à voir historiquement ou même d'intérêt dans les années à venir avec un Marocain, un Algérien ou un Libyen qu'avec un Estonien, un Polonais, parce que lui, il y a vraiment cette rupture, cette frontière romaine entre d'un côté les pays latins et de l'autre côté les pays, on va dire, plutôt germaniques ou slaves. Donc c'est aussi intéressant d'avoir cette idée de l'Europe qu'il a chez lui. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, dans sa conception, l'UE n'est pas un problème sur le plan uniquement de la souveraineté. D'ailleurs, en fait, même la souveraineté n'est pas vraiment une question. C'est plus le fait que l'Union européenne, ce soit une institution pour lui presque réactionnaire. C'est-à-dire c'est presque racialiste. C'est quoi ce truc d'européen ? Alors pourquoi on se met entre européens ?
européens, c'est quoi nos trucs. Alors moi, les laitons, comme tu dis, ça me concerne pas. Moi, je préfère le Maroc, je préfère le Maghreb, je préfère ces gens-là que je connais mieux. En plus de ça, c'est une super structure qui va permettre l'extension du capitalisme. Enfin bref, voilà. Pour lui, c'est vraiment la courroie de distribution du néolibéralisme qui démarre à partir de Thatcher et de Reagan, par exemple. Voilà, pour lui, l'Union européenne, en fait, c'est un problème parce que c'est une institution qui est beaucoup trop de droite, en fait. Exactement. Et c'est Ouria Boutelja qui dit que l'Union européenne, entre guillemets, ça a été le rassemblement des grandes bourgeoisies européennes pour leurs intérêts. C'est pas complètement faux, il le dit pas comme ça, mais il le dit en tout cas. Mais par contre, tu vois, quand il a ses accents populistes, quand il est dans sa campagne populiste de 2017, on sait qu'il a par exemple un programme sur l'Union européenne. Tout à fait. Plan A, plan B. Mais par contre, quand il sait qu'il a potentiellement besoin du Parti Socialiste, ou en tout cas de ELV, qui sont vraiment des partis européistes, et même le Parti Socialiste, et ben là, comme par hasard, le programme sur l'Union européenne, sur les traités, il va le mettre de retrait. Il sait aussi s'adapter. C'est ce que j'ai vu, effectivement, c'est qu'il a un programme sur l'Union européenne en 2017, il en parle beaucoup, c'est probablement en 2017 la campagne qui parle, la plus eurosceptique, parce qu'il y a d'un côté Marine Le Pen qui dit il faut sortir de l'Union européenne. C'est un moment populiste. Voilà, c'est un moment populiste anti-européen, anti-européiste en tout cas. Et depuis 2017, j'ai pas l'impression qu'il en parle beaucoup. Donc c'est quoi son positionnement officiel aujourd'hui par rapport à ça ? En fait, je pense quand il a dû, en fait, par exemple, quand il veut parler à son électorat urbain, intellectuel, mais c'est un prolétariat intellectuel. Tu sais, c'est ceux qui font des études de sociologie, les intermittents du spectacle. Tu sais, c'est pas la haute bourgeoisie intellectuelle de gauche. Hein. En fait, c'est des urbains, mais prolétarisés. Hein, prolétarisés, c'est ça. Et ce qui est vrai, qu'ils sont en tout cas en voie de déclassement. Aujourd'hui, je pense qu'un professeur dans les années 70, un professeur de lycée, vivait quand même mieux qu'un professeur aujourd'hui à Paris. Déjà, en tout cas, comparativement aux autres, oui. Ouais, c'est ça. Donc, quand il leur parle, en fait, le sujet de la critique de l'Union européenne ne plaît absolument pas à ces classes. Ils sont tous européistes, ils ont souvent fait Erasmus, tu sais, ça donne vraiment une indication. D'ailleurs, Erasmus qui va peut-être s'ouvrir, on l'a vu au bassin méditerranéen, ce qui lui irait devrait le réjouir. Et même, j'ai envie de dire, pour son électorat de banlieue, le sujet de l'Union européenne... quelque part, je pense les mecs en banlieue d'origine extra-européenne, ils s'en foutent un peu en fait de l'adhésion ou pas à l'Union européenne. Eux, ça les concerne pas trop, quoi. Ils voient pas le truc au quotidien, en quoi ça les concerne. Et c'est pour ça, c'était assez drôle parce que quand Ouria Boutelja fait son livre Beauf et barbare, où en fait elle essaie de promouvoir une espèce d'alliance de circonstances entre les habitants de la France blanche périphérique en voie de déclassement et une partie des banlieues, elle parle d'un Frexit décolonial. Moi qui suis très critique de l'Union européenne, je peux trouver ça plutôt intéressant. Mais le Frexit décolonial de quoi ? Déjà, moi je suis nationaliste français, mais ça veut pas dire que demain j'ai envie de faire une guerre à mes voisins européens. Et moi je me sens infiniment plus... de ressemblance ou de continuité avec mes voisins européens. Même si là-dessus, il faut toujours aussi ne pas être non plus débile. Quand Mélenchon dit qu'on ressemble plus à des Algériens, à des Marocains qu'à des Estoniens, à des Finlandais, ethnoculturellement, il a tort, bien évidemment, à la civilisation européenne, ce genre de choses, la continuité de religion ou pas, mais en tout cas, il y a eu beaucoup plus d'échanges aussi. Mais c'est vrai que par contre, on a un passé historique avec les nations du Maghreb et il ne faut pas non plus faire le droitard débile en disant qu'il faut mettre des cloisons hermétiques. Par exemple, si tu vois le développement, je fais une petite digression stratégique de l'Italie en ce moment. Il est assez intéressant parce que Meloni a vraiment, des visées énergétiques. Elle veut faire remonter une partie du gaz algérien par l'Italie parce que l'Italie a envie de devenir demain le prochain poumon économique industriel de l'Europe. Quand on voit justement qu'il y a un effondrement de l'Allemagne, et je parlerai même pas du tissu industriel en France. Mais c'est vrai que, et j'ai même envie de dire que c'est une revanche un petit peu de l'Italie. Je crois que vous avez bien travaillé sur le sujet ici. On sait l'effondrement industriel de l'Italie à partir de l'euro fort. Et c'est le moment où vraiment l'Allemagne va, progresser. Même si, là aussi, il faut critiquer un peu le mythe industriel allemand. Le mythe industriel allemand, c'est aussi fait sur une colonisation de l'Est avec des usines parfois qui étaient aussi en Slovaquie, Slovénie et Pologne. C'est pour ça le Made in Germany. Et République tchèque, tu as tout à fait raison, notamment dans le domaine automobile.
Donc là-dessus, il faut un peu le voir. Et on voit qu'aujourd'hui, Mélanie a une vraie stratégie avec les pays justement du Maghreb et l'Algérie. On voit qu'une partie des usines Fiat maintenant sont, il me semble, en Algérie. Ouais. Donc il ne faut pas se couper. Et Mélenchon, c'est vrai qu'il a une position assez stratégique. Et pour finir la parenthèse de l'Union, enfin de l'Europe, en 2015, Mélenchon, il fait à mon avis son meilleur livre, Le Hareng de Bismarck. C'est un pamphlet. Je dirais pas anti-allemand parce que le mot est un peu gros, mais disons que je lui trouve un certain courage de sortir ce livre à l'époque, parce que tu t'en souviens, je pense en 2015, c'était vraiment, il faut copier le modèle allemand. Oui, je me souviens très bien, oui, les époques Hollande, c'était, oui, effectivement, tout ce qu'on parlait de compétitivité, etc., de copier le modèle allemand. De rigueur budgétaire, d'austérité. Alors, là encore, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, même Alain Minc, qui se faisait vraiment un promoteur du modèle allemand. Quand nous, on était rejetés avec les pays du latin, même si on en a un peu suivi le chemin. Et c'est vrai que lui, déjà à l'époque, critiquait le modèle allemand sur le fait qu'il soit fondé, ou en tout cas que l'Union européenne se soit bâtie sur un euro fort et une Europe allemande, en fait. Et là-dessus, il avait raison. Et il s'opposait à l'époque contre toute l'intelligentsia, contre tous les médias, et même contre une certaine unanimité dans les partis politiques. Donc il avait un certain courage. Et quand on voit aujourd'hui la santé de l'industrie allemande, qui est en train pour le coup de s'effondrer, d'avoir tout misé sur les bagnoles, sauf qu'aujourd'hui, les Chinois font des meilleures bagnoles que nous. Pour 2 fois moins cher. Ouais. Effectivement. Alors, il y a une opposition dans la carrière de Mélenchon qui revient à plusieurs épisodes de sa vie. C'est son opposition notamment à François Hollande. Alors, j'avais lu un livre il y a quelques années que j'ai trouvé absolument formidable. C'est Histoire des gauches françaises de Jacques Julliard. Ah oui, Jacques Julliard, voilà. Qui a un beau pavé en plus. Qui a un sacré pavé, 800 ou 900 pages, quelque chose comme ça. Et à chaque fois, il reprend plusieurs périodes historiques où il explique un petit peu, voilà, il y a cette gauche-là, il y a cette gauche-là, il y a cette gauche-là. Et souvent, à la fin de ces chapitres historiques, il reprend une opposition entre 2 personnalités. Il va dire, voilà, il y a la gauche de Robespierre, par exemple, et puis il y a la gauche de Danton. Voilà. Oui. Et le chapitre le plus récent, c'est l'opposition entre la gauche de Mitterrand et la gauche de Rocard. Et je trouve qu'on retrouve un peu cette même opposition entre la gauche de Mélenchon et la gauche de François Hollande. Ah, c'est son vrai némésis. Mais t'as tout à fait raison de voir cette tradition historique à chaque fois d'opposer la figure, on va dire, réformatrice et la figure révolutionnaire. Mais derrière Robespierre, il y a bien évidemment le pur. Oui. D'ailleurs, Antoine Léaumont, je l'appelle un peu mini-moi. C'est dans Austin Powers, le mini-moi, parce que c'est vrai qu'il fait un peu mini-moi de Mélenchon. Ouais, d'ailleurs, il est complètement ridicule. C'est Julien Rochdy qui avait ouvert ce débat avec Jean-Eudes Gana récemment, qui était intéressant. C'est est-ce qu'il faut encore s'approprier le drapeau français quand on voit que le drapeau français peut être réutilisé dans un sens, par exemple, par Antoine Léaumont. Sauf qu'Antoine Léaumont, quand il se revendique du drapeau français, il parle à personne. Oui, c'est clair, il paraît totalement ringard dans son milieu. Il est ringard, c'est Vox Clamentis. C'est Vox Clamentis in Deserto. Il parle à personne. Tu le vois en plus dans les manifs pro-Palo. Si t'arrives avec un drapeau français, t'es considéré déjà comme un peu confus, comme un peu bizarre. Et c'est pour ça que non, il faut se le réapproprier. C'est un signe identitaire. Bon, là, c'est un petit aparté. Mais oui, quand il essaye de le revendre, on est totalement dans le lard, comme tu viens de dire. Et donc, ouais, c'est intéressant quand même de voir à quel point lui aujourd'hui il veut vraiment incarner cette gauche de rupture. Et au début de notre entretien, tu as dit un truc très intéressant, c'est que vraiment, et ça je l'ai entendu plusieurs fois, notamment chez les streamers d'extrême gauche, Dany Heraz ou même pas du Team, c'est que notamment chez Dany Heraz, en fait, il y avait vraiment cette volonté au sein de la FIDE de devenir le centre de gravité et le parti de masse de la gauche. Aujourd'hui, on sait que le RN est le parti de masse à droite. Il est quasiment automoteur, il n'a aucun intérêt à faire une union des droites. Je veux dire, il est tellement massif dans son électorat, il touche aujourd'hui même l'ensemble des couches de la population. Et en fait, l'objectif de Mélenchon, c'est de devenir ce parti de masse, mais à gauche, pour faire cet affrontement direct. Tout à fait. Alors, là aussi, on mentionne souvent on va dire la lente ascension, voire même exponentielle du RN, à partir notamment de l'après Jean-Marie Le Pen. Et c'est vrai que ça a été une montée par escalier. Très rapide. Le seul ralentissement, c'est peut-être en 2007 avec Nicolas Sarkozy.
la campagne Buisson, où là on sait que justement la campagne Buisson a permis de ralentir l'ascension. Et puis d'ailleurs, Jean-Marie Le Pen était un peu sur une autre ligne, plus soralienne d'ailleurs. Il a capté un petit peu moins son électorat de base, qui lui s'est davantage retrouvé chez Nicolas Sarkozy, qui avait un discours notamment sécuritaire que Jacques Chirac n'avait pas forcément. Exactement. Et donc c'est intéressant de voir que en parallèle, Jean-Luc Mélenchon, pareil, depuis qu'en 2018 il est parti du Parti Socialiste, c'est une lente ascension aussi. Alors ça prend un peu plus de temps, mais il continue à monter. Ouais. Quelques chiffres, en 2017, Mélenchon il échoue à 600 000 voix près du second tour. Tout à fait, il est à 19,5 et Marine Le Pen est à 21,5. Quoi. C'est ça. Ouais. Et en 2022, 400 000. Ouais. 400 000, c'est à la fois beaucoup et très peu. Hein. Je vais pas me cacher ici. En 2022, j'ai voté Marine Le Pen. Je me souviens que le matin de l'élection, au premier tour, j'ai appelé pas mal de mes proches pour leur dire de voter Marine Le Pen et de pas voter Zemmour, qui eux allaient voter Zemmour. Ouais. J'aurais dit, vous allez voir, Mélenchon, il nous fait une remontada, parce que c'est un très bon candidat en plus de fin de parcours. De fin de parcours, exactement. Donc j'aurais dit, faites attention, parce que Mélenchon, il va pas de si loin que ça. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs le postulat de départ de mon livre, moi je pense qu'il sera au second tour. Je pense aussi. Et on le voit, par rapport aux élections précédentes, il est en avance. Oui, tout à fait. Les dernières élections européennes, qui sont normalement des élections où il est assez mauvais, avec Manon Ombry. Déjà, il est assez mauvais parce que c'est pas le même moment politique. Il y a beaucoup plus de sociologie type Europe Écologie Les Verts ou Parti Socialiste qui s'expriment à ce moment-là. En général, c'est plus les partis centraux qui gagnent, même si là, 2024 a été une grosse exception. Et puis, c'est pas lui qui fait la campagne, puisque c'est pas lui la tête de liste. C'est ça, exactement. Et là, je vais peut-être revenir aujourd'hui. Tu voulais faire de l'ordre chronologique, mais on pourra revenir sur les autres sujets juste avant. Je pense qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon a fait quelque chose, c'est qu'il a sécurisé, il a un butin de guerre dans le vote musulman et vote de banlieue. Ouais. L'autre parti qui avait un butin de guerre, comme ça, un butin électoraliste, on pourrait dire, c'est le Rassemblement national. Aujourd'hui, on sait que les classes moyennes de la France périphérique et les classes populaires blanches, en gros, sont acquises à Marine Le Pen. Elles voteront pour Marine Le Pen, quoi qu'il se passe. Vraiment, déjà, c'est des gens, des fois, qui suivent très peu la politique. Oui, donc, je veux dire, les polémiques d'argent détourné à l'Union européenne, mais ça les touche absolument pas. Ça n'a strictement aucun impact. Ça n'a strictement aucun impact. Alors, peut-être le seul impact, ce serait... au final, elle est comme les autres politiques. Mais même là, on sent que ça touche absolument pas, ça change pas d'un iota. Et aujourd'hui, Mélenchon a son butin de guerre. Il a son butin de guerre, dans les banlieues. Et d'ailleurs, il le dit souvent... Aujourd'hui, on a 80% dans ces zones. Sauf qu'on sait très bien que ces zones votent majoritairement moins que le reste de la population. Mmh. Si on arrive à les faire voter, là, on va devenir dangereux. Son électorat intellectuel, de gauche, urbain, je pense qu'il est aussi relativement acquis à sa cause. Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant, une figure comme Rima Hassan, quand elle revient de son aventure en bateau, tout de suite, place de la République. Il faut mobiliser, etc. Ouais. C'est intéressant de voir aussi la stratégie politique qu'ils ont mis en place là-dessus, de mobilisation à chaque fois, d'être à l'avant-garde des partis, des mouvements sociaux, comme ça. Mais par contre, à mon avis, et là on va voir, et ça revient sur la question du populisme que tu m'as posé juste avant, maintenant, on va voir un Mélenchon qui va essayer de draguer un nouvel électorat, qui est l'électorat abstentionniste. Et c'est intéressant parce que cet électorat abstentionniste, il le partage avec Marine Le Pen. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier, je pense, de tout le temps refiler le bébé avec l'eau du bain au niveau du populisme à Mélenchon et le candidat dit anti-système. Mmh. C'est une déclaration de Frédéric Lordon qui était assez intéressante sur le sujet. Il disait, en fait, pour nous, c'est tout bénef que le RN soit en voie de normalisation quelque part, parce que ça veut dire que demain on pourra l'accuser d'être un parti pro-système. Pro-système, exactement, de l'alternance unique, où en fait ça va rien changer au quotidien des Français. Ouais. Et nous, quelque part, il y a tellement aujourd'hui une volonté dégagiste, transpartisane auprès des Français, où il y a une haine et un mépris pour la classe politique, pour la classe médiatique, d'où la stratégie d'être très dure avec les médias de la part des mélenchonistes et des léfistes, et que nous, on va peut-être pouvoir les sortir, de l'abstention. Et moi, ça, c'est une de mes techs personnelles. Je pense qu'on va rentrer dans une nouvelle ère populiste. Populisme teinté de révolte fiscale. On revient au mouvement des Nicolas Quipet et de révolte identitaire. Et ça, c'est à mon avis les deux angles morts, par contre, de la France insoumise et qui donnent encore une longueur d'avance pour la droite. Aujourd'hui, il faut un mouvement populiste aussi antifiscal,
parce qu'il faut plaire aussi à aux couches supérieures, le mouvement de Nicolas Quipet, plutôt centré sur les actifs. Et aussi la dimension identitaire. Aujourd'hui, c'est un indépassable, qu'on le veuille ou non. La pression démographique, l'insécurité, les problèmes ethnoculturels, voire peut-être les conflits raciaux qui adviendront demain. Ou en tout cas, on le voit partout. Les populismes en Europe sont obligés de se teinter, on va dire, de cette coloration identitaire. Ouais. Donc, à mon avis, ça, c'est la martingale pour réussir à droite. Mais Mélenchon sent quand même qu'il y a cette part d'abstentionnisme qui peut aussi basculer de son côté. Et là, pour reprendre ce que tu disais sur son populisme, par exemple, on voit dernièrement que Rima Hassan est mise un peu en retrait. On parle un peu moins du côté palestinien, parce que je pense que cet électorat, c'est bon. Ils ont tenu bon dans la tempête. D'ailleurs, ça a permis de resserrer le parti derrière et d'évincer les derniers qui pouvaient être un peu tendancieux. On pense à Corbière, même à Ruffin aussi, qui a été évincé. Ou Clémentine Autain. Voilà, exactement. Et donc, aujourd'hui, on va le voir, à mon avis, se rapprocher sur certaines thèses populistes. Par exemple, Mélenchon a pris la défense de Dassault sur les ingérences allemandes. Alors là aussi, ça peut s'expliquer parce que Mélenchon a toujours été militariste. Là aussi, ça le sépare d'une certaine extrême gauche, comme Nathalie Arthaud, qui était toujours anti-militaire. C'est vraiment le parti de la trahison là-dessus. Ouais. Mélenchon, donc, a tenu la barre là-dessus. Deuxième point où il a montré un aspect populiste dernièrement, c'est sur l'Union européenne. Ouais. Là aussi, sur les contributions, en disant qu'on peut jouer le bras de fer. Ouais. Donc là, il revient sur des trucs qui plaisent un peu plus. Des notions un peu à l'ancienne. Ouais, exactement. Alors que son électorat urbain, c'est quand même... ça lui parle pas. Ça lui parle pas du tout, tu vois. Et peut-être le dernier point, on l'a vu aussi sur les découvertes bancaires que veut mettre en place l'Union européenne. Ouais. Donc on verra, à mon avis, dans les mois à venir, Mélenchon reprendre des techs, ou en tout cas des positionnements un peu plus populistes. Alors toujours dans l'idéal de l'Europe sociale, de Mitterrand, etc., etc. Mais à mon avis, il va essayer aussi de séduire cet électorat, en tout cas cette masse abstentionniste qui est, il faut le rappeler aussi, le premier parti de France. Je pense aussi. Je pense que peut-être il va laisser davantage d'autonomie à ses lieutenants, à plusieurs militants pour faire des discours à droite à gauche qui vont ressortir derrière, qui vont buzzer un petit peu sur Instagram, sur Twitter, etc. pour rappeler quand même la ligne, on va dire remplaciste, indigéniste du parti. Je pense que ça va quand même qui va rester. Maintenir, va bien maintenir sûr, bien sûr, absolument. Ouais. Mais je pense aussi qu'il est tout à fait capable, un peu au dernier moment, de faire une petite bifurcation, un peu pour se rappeler ses jeunes années, et voilà pour rappeler finalement un électorat plus traditionnel. D'ailleurs, s'il accède au second tour, qu'on attend un candidat RN. Oui. Bon là c'est clair. Quasiment sûr. Et là on verra qu'il va se recentrer. Oui. Bien sûr, il va jouer le cabotinage antifasciste. Oui, Il va dire mais moi vous voyez, il y a une dizaine d'années, il y a 15 ans, moi j'étais pour l'interdiction du Front National à l'époque. Et là peut-être que ces anciens réseaux lui permettront aussi, parce que Mélenchon il a son ton tribun, il a son ton guerrier dans les médias, mais qui vous dit qu'il ne parle pas aussi à certains patrons, à d'autres choses. Là aussi, il ne faut pas être dupe. Hein. Les hommes politiques du cran de Mélenchon sont des personnages à multiples tiroirs. Ouais. Ce ne sont pas que des figures tribuniciennes. Et c'est d'ailleurs aussi un des postulats de ce livre, c'est que souvent c'est la phrase bateau. Moi, je suis le premier à la dire. Ah, Mélenchon, quel bon orateur. Oui, mais d'accord, une fois qu'on a dit ça, on n'a en fait rien dit. Hein. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est un vrai stratège politique. C'est pour ça qu'il est d'autant plus dangereux. Mais peut-être que tu voudras qu'on revienne, notamment sur ces réseaux avec, par exemple, Twitch. Enfin, tu vois, il a vraiment la vision globale qu'il a là-dessus. Ouais. Bien sûr. On va y revenir, je pense, plus vers la fin de l'entretien. Je voudrais revenir un peu sur les années 2000, notamment sur sa période un peu de pré-rupture avec le Parti socialiste. En fait, qui est, pour moi, il y a déjà une rupture au moment de la campagne du non, c'est-à-dire qu'il fait campagne avec Marie-Georges Buffet, avec Olivier Besancenot, donc les mouvements plus à gauche que le PS, et qui sont totalement à la ramasse complète suite à l'élection de 2002. En plus de ça, maintenant tout le monde se dit putain, déjà on votait pas beaucoup pour eux avant, mais maintenant en plus de ça on a empêché Lionel Jospin d'arriver au second tour, donc c'est encore pire. Oui, avec la candidature Taubira. Voilà, exactement ce genre d'aberration d'un point de vue électoral. Et donc ils sont pas du tout à la mode, mais il fait quand même campagne avec eux, ce qui est contraire à la ligne du Parti socialiste. Et finalement, il décide vraiment après la campagne de 2007 et notamment la reconduction du bureau politique en 2008, il décide de dire bon, maintenant, allez, c'est bon. J'ai eu raison avant tout le monde. J'étais pour le non, personne m'a écouté, j'ai eu raison. J'étais contre Ségolène Royal, on s'est pris une tollée
j'ai eu raison, et maintenant vous voulez la reconduire pour la prochaine, allez c'est bon, moi je me casse. Et donc à ce moment-là, il crée le parti de gauche. Alors c'est quoi en gros la ligne du parti de gauche à ce moment-là? C'est une ligne, on va dire, de gauche de rupture. Là aussi, pareil, tu l'as mentionné, le Parti socialiste montre son vrai visage, même si on pouvait le deviner, qui est celui du camp réformiste, l'acceptation, en tout cas, de toute cette période, on va dire, des années 90-2000, où on a parlé de la troisième voie blairiste, ou l'expression que tu as mentionnée, qui est vraiment cette acceptation de la société de marché. On a aussi plusieurs choses. C'est l'OMC à l'époque, le développement de l'OMC, où on a quand même Pascal Lamy, un ancien du Parti socialiste, à la tête. Aussi, à l'Union européenne, on a Delors. Donc c'est vraiment des anciens du Parti socialiste. Donc oui, Mélenchon va de défaite en défaite, si je puis dire, sur sa ligne de rupture, ou en tout cas sa ligne plus révolutionnaire, en tout cas de rupture avec le capitalisme. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ça s'accompagne aussi de sa rupture sur la vision écologiste. Mélenchon, c'était pour un site écologiste qui s'appelle Reporter, il disait, vous savez, moi j'étais un peu un socialiste à l'ancienne sur la question écologiste avant, c'est-à-dire, aujourd'hui on arrive dans une société de consommation et le but c'est que tout le monde consomme bien. On a vu qu'une certaine classe moyenne avait accédé à la consommation, et comment dire, qu'ils avaient plus de liens, ou en tout cas qu'ils n'étaient plus cette classe révolutionnaire qui pouvait l'être par exemple au 19e siècle. Et en fait, si on avait des riches qui roulaient en Mercedes et des pauvres qui roulaient en 2 chevaux, nous on voulait que tout le monde roule en Mercedes. C'est vrai qu'il y a eu, même du côté du socialiste, alors là plutôt réformiste, cette volonté d'amener tout le monde à la société de consommation. Et par contre, lui va vraiment avoir une bascule sur la dimension écologique. Alors pareil, est-ce qu'elle est intéressée ou pas ? Peut-être pas, non, il a peut-être une vraie inquiétude pour le changement climatique, mais il se dit que justement, il y a vraiment un renversement à faire. Et autre point, je dirais que là aussi, c'est un aspect qui est souvent assez peu mentionné dans son parcours, c'est à quel point il pense la rupture anthropologique. L'homme de demain, pour lui, c'est l'homme de la ville. C'est vraiment le citoyen urbain, complètement délié de ses appartenances familiales, j'ai même envie de dire quasiment ethnique, religieuse, ou en tout cas l'homme qui s'autodétermine. La ville, ça a été analysé par pas mal de sociologues aussi à la fin du 19e, début 20e, comme Georg Simmel, qui montrait que c'était le lieu du déracinement, le lieu de l'anonymat, le lieu où on s'auto-crée, parce qu'on va créer, à côté de ces schémas traditionnels, de la famille, du cercle proche, de la tribu, justement de nouvelles affinités. Et même, je mentionne pas mal les ouvrages du Comité Invisible, comment dire, un comité qui a vraiment constitué, on va dire, pas l'éthos, mais la pensée d'une partie du mouvement d'extrême gauche dans les années 90, 2000, 2010. Et lui, il va reprendre des thèses, il les cite jamais dans le texte, mais on sent vraiment qu'il y a cette volonté. Et demain, c'est intéressant de revenir sur ce modèle urbain, parce que c'est vraiment en mode, comment dire, si les sociétés humaines s'étaient fondées sur des sociétés agraires, identitaires, enracinées, le modèle urbain nous oblige à penser l'homme de demain, mais aussi, j'ai envie de dire, l'acteur social de demain. On n'est plus sur le rôle de l'ouvrier qui a un piquet de grève devant son usine, avec le patron qui est 2 étages au-dessus, où il y a un lien ou une conflictualité complètement directe. Là, on a plutôt des modes de production qui sont complètement désarticulés. On a une incapacité à tenir une usine, mais plutôt des lieux où se font les échanges, la logistique. Donc lui, il dit c'est tout un modèle qui a à repenser. Et aujourd'hui, enfin en tout cas dans les années 2000, il se dit ce logiciel de conflictualité que nous propose le Parti socialiste et les réformistes, c'est pas le bon. Et d'ailleurs, il se rend compte, lui, que ce logiciel, ou en tout cas le logiciel des réformistes, ne permet plus, comment dire, de maintenir un certain statu quo. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, enfin l'après-Seconde Guerre mondiale, on a vraiment la social-démocratie qui va, comment dire, progresser avec, on va dire, une balance entre d'un côté le capital et le travail. Si tu veux, on a d'un côté les patrons, le patronat, etc., et de l'autre côté les ouvriers qui sont encadrés par les syndicats, les partis. Mais on voit que petit à petit, les partis politiques, les syndicats sont de plus en plus discrédités.
la conscience qui est fondamentale aussi chez les marxistes, avoir conscience de sa classe, de sa position de classe, elle est de plus en plus rendue difficile parce qu'il y a une dépolitisation, il y a une défiance des syndicats. Lui se rend compte aujourd'hui que à cette époque, que si on continue dans le modèle que propose le PS, on n'arrive plus à créer cette conscience de classe parce qu'il faut quand même s'opposer et arriver à une égalité des droits, ou en tout cas opposer des intérêts, s'opposer plutôt aux intérêts du capital. Donc pour lui, il faut vraiment revenir à une logique de rupture, à une gauche de rupture. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il incarne complètement. Et quand on le voit sur la présidentielle qui est en train de se profiler en 2027, par exemple, que ce soit Glucksmann, donc gauche réformiste, ou Mélenchon, gauche de rupture, ils ont fait acte qu'il n'y aurait pas d'alliance entre les deux. Ouais. Et au milieu, on a tous les confus. On a Tondelier, on a Olivier Faure, on a François Ruffin. Ouais, qui sont sur une ligne de crête et qui savent pas où aller encore. Exactement. Moi, je pense qu'ils finiront tous du côté PS Glucksmann. Ouais, intéressant. Et pour moi, c'est une période assez charnière dans l'histoire de Mélenchon, c'est fin des années 2000, début 2010. Déjà parce que d'un point de vue personnel, pour moi, il y a un changement de niveau de responsabilité. C'est-à-dire que encore jusqu'en 2007, il cherche une personne derrière qui se mettre. Il cherche Laurent Fabius. Il dit il faut que ce soit Laurent Fabius parce que c'est lui le partisan du nom. Donc il faut que je me mette derrière lui. Même s'il avait tenté, je crois que c'était en 1997, de se mettre au congrès du PS. D'ailleurs, il y a une petite histoire à cet épisode-là. Ça l'a complètement dégoûté des logiques internes, voilà, parce que des bourrages d'urne. Voilà, pour expliquer aux gens, ils s'étaient mis d'accord avec François Hollande de perdre le congrès avec 15% des voix, et au final, il a eu 8% des voix, et du coup, il était absolument dégoûté, et donc ça, en plus de ça, amplifié sa rivalité avec François Hollande. Mais du coup, jusqu'en 2007, il cherche quelqu'un derrière qui se mettre, et à partir de 2008, quand il fonde le parti de gauche, avec la perspective derrière de 2012, il dit, bon, maintenant, c'est moi le chef, c'est ma structure. Oui, c'est pour ça qu'il sort de la logique des primaires. Ouais, aussi, et d'ailleurs, là, c'est l'appât du team. Je ne sais pas si nous regarderont pour nous critiquer, mais ils ont une métaphore assez intéressante, c'est celle du casse-noix, avec toutes les petites noisettes, donc ces candidats qu'on vient dégrainer juste avant. Et eux appellent à une primaire. Et justement, Mélenchon, il dit absolument pas. Déjà, comme tu l'as très bien dit, il a le précédent du Parti Socialiste. Il sait comment ça peut être vite détourné, c'est logique. Et puis aussi, c'est la prime aux plus modérés, souvent. Et puis, en plus, c'est pas forcément dit que derrière, il y ait un rassemblement derrière le candidat élu. Typiquement, Benoît Hamon a gagné sa primaire. C'est exactement a fait 6%, ça. Et Mélenchon, lui, il est très bon dans l'exercice de rassembler par la force des choses. En fait. Exactement. Pas tellement par le processus d'une primaire à 6 mois ou 9 mois d'une présidentielle. Et là, petite aussi digression, tu me permettras. Il y a pas mal en ce moment, certains évoquent la possibilité d'une primaire à droite, hors Rassemblement National, parce que le Rassemblement National ne fera pas du nom des droites. Voilà. Mais ça pourrait être intéressant aussi de voir comment ça évoluerait. Ouais. Demain, si c'est potentiellement Éric Zemmour ou Sarah Knafo qui l'emporte, est-ce que les LR type Wauquiez, David Lisnard ou même d'autres candidats Dupont-Aignan se rangeraient derrière Sarah Knafo ou Éric Zemmour? Ouais, c'est pas sûr. C'est une question à poser. Dupont-Aignan, je me fais pas de soucis pour le coup, mais les autres, on verrait. Ouais, c'est clair, c'est pas sûr. Et donc à partir de 2012, il fait déjà quelque chose qui est intéressant. Alors il fait 11% à l'élection présidentielle, ce qui est un score, on pourrait dire, pas énormissime, mais c'est un beau démarrage. Hein. Ouais, c'est quand même un gros redémarrage parce que d'une part, en gros, il recoupe un petit peu tous les votes de gauche radicale de 2002. En gros, c'est à peu près le même équilibre si on additionne tout le monde. Donc déjà, il refonde un petit peu cette gauche-là, mais en plus de ça, il la centralise autour de sa personne. Ce qui est déjà quelque chose d'important parce que vous additionnez 5 fois 2%, en fait, vous avez rien, hein, globalement. Alors que vous avez une fois 10%, c'est déjà 10%. Derrière, c'est des sièges à l'Assemblée nationale, etc. Enfin, vous comptez beaucoup plus dans la politique. Et derrière, ça lui a permis quand même d'être une figure d'opposition relativement notable pendant le mandat François Hollande, et en tout cas d'attirer tous ceux qui derrière allaient être déçus à gauche, parce que François Hollande il fait quand même un score énorme en 2012. Oui. Il fait 30%. Si on regarde les élections présidentielles précédentes, c'est quand même énorme pour le Parti Socialiste, et derrière il a créé beaucoup de déçus, et en plus de ça il y a
dans la perspective de 2017, Macron qui vient se mettre au milieu, qui vient prendre un peu les déçus du socialisme, mais eux qui se rangent plutôt vers la deuxième gauche, le côté plutôt tout ce qu'on a évoqué, peut-être la gauche un petit peu plus rocardienne, ce côté-là, ce qui correspond aussi à une sociologie plus bourgeoise. Et puis Mélenchon, il va récupérer tout le reste, et puis il reste Benoît Hamon au milieu avec 6 pauvres pourcents, quoi. Ouais, il sent bien l'histoire, pour continuer ma métaphore sur le centre de gravité. Comme tu l'as dit, il sait pertinemment qu'il y aura des déçus du hollandisme, que ça allait suivre cette trajectoire. Son fameux mon ennemi c'est la finance, je pense que dès le départ il n'en pipe aucun mot. Et justement, comme il se dit il faut que je devienne cette force. Alors l'élection présidentielle que tu as mentionnée, la première après avoir fondé le parti de gauche, c'est le Front de gauche aussi. Derrière lui, il a le parti communiste et le parti écologiste de l'époque. Et donc oui, il se dit il faut que je devienne cette force en gauche de rupture qui va petit à petit agglomérer, comme tu l'as dit, les déçus du hollandisme. Alors, à chaque fois, c'est drôle parce que vraiment, le PS, pour le coup, c'est de trahison en trahison. Et se dit, petit à petit, je vais récupérer et devenir cette grosse planète, quelque part, qui fera, par son inertie, qu'elle attirera tous les autres. Et comme je l'ai dit, vraiment, son objectif, c'est de devenir ce parti de masse, demain, à gauche. Et là aussi, en pensant qu'aujourd'hui, il va y avoir un émiettement du bloc central. Ce qui n'est pas forcément faux, parce qu'aujourd'hui, on a mentionné les candidatures à gauche. Si on prend le bloc central, centre-gauche, on a qui ? On a Gabriel Attal. Pareil, à un moment, il a eu... il y a eu une petite période de grâce. Il a eu une petite période de grâce, mais on voit que, par exemple, les phrases qu'il a pu sortir contre Emmanuel Macron ont été mal reçues. On a Darmanin. Darmanin ne décolle absolument pas. Darmanin, la seule chose peut-être qu'il ne faut pas sous-estimer chez lui, c'est qu'il est soutenu par Nicolas Sarkozy. J'avais fait un précédent livre sur Louis Sarkozy et je revenais sur le cas du père. Et le père, par exemple, dans son dernier livre, Le temps des tempêtes, il me semble, vante Darmanin. Donc lui, il avait misé Darmanin. Et c'était pas le cas il y a quelque temps, mais il semble, d'après ce que je vois, qu'il est de plus en plus soutenu par Emmanuel Macron aussi. C'est Emmanuel Macron qui, il semblerait, a tenu à ce qu'il soit reconduit à son poste de ministre dans le gouvernement actuel. Et puis, ces deux autres lieutenants à Emmanuel Macron, c'était Édouard Philippe et Gabriel Attal. Les deux ont trahi le père, en quelque sorte. Darmanin, lui, il a pas dit grand-chose. Alors, même si Darmanin a eu une petite période de rivalité interne avec Emmanuel Macron il y a quelques années, mais au final, il semblerait qu'il soit à peu près rabiboché. Donc, effectivement, il n'est pas très populaire dans la population, mais il a le soutien de personnalités importantes, il semblerait. Et d'autant plus que de l'autre côté, Édouard Philippe ne décolle pas non plus. Non. Et si on prend le bloc central, disons plutôt à droite, l'opération Retailleau patine. On voit pareil qu'il a un seuil, ou en tout cas un plafond de verre qu'il a du mal à dépasser. Donc aujourd'hui, et d'ailleurs là aussi, pour reprendre François Hollande, moi je m'intéressais pas mal à Aquilino Morel qui était son conseiller. Et Aquilino Morel disait dans l'Express... la seule manière pour que le bloc central puisse demain l'emporter, ou en tout cas empêcher l'accession du Rassemblement national au pouvoir, ne serait-ce que d'arriver au second tour, c'est de faire émerger un candidat néo-sarkozyste. De refaire quelque part la candidature de 2007 avec Patrick Buisson. Sauf qu'on voit que aujourd'hui, le bloc central est un peu un canard sans tête et qu'ils ont du mal à faire émerger cette figure. Peut-être que ce sera, pour finir, Raphaël Glucksmann, qui est quand même un homme aligné sur un certain nombre de dossiers complètement avec le bloc central. Je pense par exemple au sujet géopolitique. Il y a un alignement complet sur l'Union européenne. Une candidature, ou en tout cas un président, Raphaël Glucksmann, changerait très peu de choses à ce qu'on connaît actuellement. Il ne faut pas se voiler la face là-dessus. Donc c'est intéressant de voir un bloc central complètement apeuré. De l'autre côté, un RN en état de grâce, ou en tout cas un RN, j'ai envie de dire, comme disait Hugo, c'est une montagne, il est là, quoi qu'on en pense, il est là et on peut pas la contourner. Et de l'autre côté, une gauche qui a du mal aussi à faire émerger une figure qui pourrait rivaliser Mélenchon, et un Mélenchon qui devient, j'ai envie de dire, hégémonique, en tout cas du côté de l'extrême gauche. Donc blocage à ce niveau-là. Et d'ailleurs, les figures comme Hollande ne prendraient absolument plus aujourd'hui, je pense en tout cas. Non, ça prend plus. D'ailleurs, c'est hallucinant parce qu'on voit dans tout ce parcours politique, on a l'impression que Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu le petit canard à côté de François Hollande, qui est un peu le pape. Il a eu des périodes où il n'était pas forcément le numéro 1, mais il était longtemps premier secrétaire du PS et tout. Bref, il était vraiment dans le top 3 de l'organigramme pendant très longtemps, pendant que Mélenchon était vraiment sur la
marge à gauche du Parti socialiste. Et aujourd'hui, François Hollande, c'est un député dont plus personne n'entend parler. Et Mélenchon, même s'il n'est plus techniquement président de la France Insoumise, enfin je sais plus quel est le titre officiel, premier secrétaire peut-être, je sais plus, il est quand même extrêmement prescripteur à gauche, c'est-à-dire qu'il crée le mouvement autour de lui, quoi. Ah, mais il donne une dynamique. Là aussi, je me suis pas mal intéressé à la stratégie France Insoumise. Mais même nous, en tant que personnalité de droite, dans le monde politique de droite, ils ont vraiment des leçons à nous donner. Moi, je suis toujours impressionné, par exemple, par l'Institut de la Boétie. C'est un centre de formation intellectuelle pour cadres. Et c'est un centre aussi qui produit. Je sais, les réticences, on dit souvent que la société est en train de basculer à droite. Est-ce qu'on a aujourd'hui des universitaires comme Yoann Chapoutot qui assument d'être, entre guillemets, des militants Rassemblement National? On n'en a pas à droite. On n'en a pas du tout. On n'en a pas du tout. Les choses se décantent. Je sais le travail de sape que fait par exemple CNews auprès d'une large partie de la population. Il ne faut pas être dupe là-dessus. Et d'ailleurs, aux dernières élections, on a vu aussi l'importance, ou en tout cas la capacité qu'ils ont de mobilisation à faire des listes. On a vu par exemple des recteurs d'université, on a vu des personnalités dans différents mondes associatifs, culturels, faire des pétitions de boycott, etc. Là aussi, c'est peut-être quelque chose à penser. Mettons que le Rassemblement National arrive au second tour contre la France Insoumise et qu'il l'emporte, le Rassemblement National. Mais vous allez voir ensuite... comment dire, la guérilla, pas forcément la guérilla en armes, mais la guérilla dans la rue, avec les manifestations. Là aussi, je parle pas de soulèvement, hein, dans la rue où il y aura des mobilisations monstres. Moi qui suis énormément sur Twitter, on voit déjà quelque part des fois des posts en disant mais la manifestation monstre qu'on fera, le blocage. Bien sûr, en plus de ça, ils savent très bien que Marine Le Pen, c'est pas véritablement Mussolini ou un autre. Non, ils jouent le cabotinage antiraciste. Mais en même temps, justement, ça leur donne l'occasion de prouver à quel point c'est vraiment des bons antifas. C'est-à-dire que ça y est, on a notre fascisme à nous, qu'on peut combattre à notre époque. Peut-être qu'on n'aurait rien fait dans les années 30 parce que là, c'était vraiment musclé. Mais là, enfin, on peut le faire parce que, place de la République, on risque pas grand-chose, quoi. Et d'autant plus que mon premier livre traitait de Georges Sorel, vraiment le théoricien politique qui a pensé l'importance du mythe politique. C'est-à-dire qu'on s'engage pas. Il revenait par exemple sur l'exemple des marxistes. Il dit on s'engage pas du côté de la révolution sociale en lisant Le Capital. Certains vont le faire, mais la grande partie, c'est pas pour ça, c'est par les tripes. Oui, bien sûr. Là aussi, quelque chose d'intéressant, c'est que à côté de la stratégie, il y a toujours deux choses qui vont de pair. C'est la conflictualité et la conscientisation, l'éducation. Et c'est vrai que, par exemple, les moments d'opposition, comme le moment des Gilets jaunes, ou même en 2005, on a vu des personnes absolument pas intéressées par la politique, qui se mettent à lire, qui se mettent à regarder certains influenceurs, certaines personnalités, et on voit une capacité à la politisation d'une certaine rapidité. Et j'ai même envie de dire, pour prendre le dernier mouvement de moindre ampleur, bien sûr, à droite qu'on a eu, c'est le mouvement des Nicolas. Du jour au lendemain, des gens se sont mis à comprendre les impôts, comment ça marchait, pourquoi on me prenait tant, quelle logique fait qu'on me prend tant. C'était même intéressant de voir cette politisation à droite sur un certain nombre de sujets. Donc c'est vrai que Mélenchon a toujours cet objectif d'être à l'avant-garde sur ces moments de politisation extrême qui sont des moments de conflictualité. Alors nous, à droite, on n'a pas la même conflictualité qu'à gauche. Mais par contre, on voit qu'à gauche, c'est vraiment quelque chose, comment dire, qui est pensé. Et on voit aussi, par exemple, le camouflet total qui est le 10 septembre. Le 10 septembre, ça part plutôt d'un mouvement avec une réclamation antifiscale et même un peu souverainiste. Moi, j'avais pas mal d'amis sur Telegram dans les boucles, en province. Et il me disait, on passait pour des normies, on n'arrivait absolument pas avec nos idées, mais par contre, dès qu'on essayait sur les boucles Telegram de mettre, par exemple, l'immigration, le thème de l'immigration, mais en parlant même pas de remigration, en parlant juste de dire, demain, c'est très bien si on met à la limite des frontières contre l'évasion fiscale ou contre la délocalisation, mais par contre, ça serait bien aussi d'en avoir pour être souverain de nos frontières contre les arrivées massives d'immigrants directement. Ces groupes-là étaient noyautés et on excluait les revendications. Et d'ailleurs, on a vu à quel point l'incapacité du mouvement du 10 septembre a été de faire le parallèle avec les Gilets jaunes.
C'est direct, on a commencé à parler de la Palestine, à parler des luttes antisexistes, à parler des luttes LGBT. Ouais. Ça parlait absolument pas. Ouais, j'ai tout de suite compris que ce mouvement n'irait nulle part parce que déjà il était annoncé beaucoup trop en avance. Il y a eu derrière tout l'été qui s'est déroulé, donc il y avait tout le temps de s'organiser pour noyauter le machin. En fait... Les gilets jaunes, c'était quelque chose de très spontané, c'était pas quelque chose qui avait été décidé 3 mois à l'avance, donc il n'y avait pas le temps finalement de noyauter le truc, et ça a pris un petit peu plus d'un mois pour que vraiment la France Insoumise se mette, et les syndicats se mettent dedans, et là ça n'avait plus rien à voir avec l'origine du truc. Et d'ailleurs les deux absents du mouvement du 10 septembre, c'est les banlieues et c'est les classes populaires blanches. Oui, c'est vrai. Qui s'en fichaient l'un comme l'autre. C'est vrai, tous les deux. C'est vrai, ce que tu disais sur le côté... comment dire, organisé de la France Insoumise, toute la stratégie que Jean-Luc Mélenchon a. J'ai l'impression que non seulement à droite on la veut pas, je parle notamment du Rassemblement National, mais il n'y a aucune volonté d'avoir l'équivalence d'un institut Labo ici. Il y a quelqu'un comme Pierre-Édouard Stérin, par exemple, il essaye, alors je ne sais pas quel est son procédé, mais enfin il essaye visiblement avec son plan Périclès d'avoir des connexions. Des connexions, et on va dire d'avoir l'émergence d'une classe politique formée pour le Rassemblement National, c'est-à-dire qu'il leur offre cette possibilité-là sur un plateau d'argent, et le Rassemblement National dit non, excuse-moi, on n'en veut pas. On n'en veut pas du tout. Et moi, j'ai quand même halluciné. En 2024, Jordan Bardella demandait, à l'issue pendant la campagne européenne, il demandait la dissolution derrière. Il l'a obtenu, et on a l'impression que le RN n'était pas du tout prêt. C'est-à-dire qu'il y a eu encore on va dire des brebis galeuses. En tout cas, c'est l'argument que ressortait le Rassemblement National. Je veux bien 2, 3, 4, 5, mais il y en avait beaucoup trop qui vraiment n'avaient absolument pas leur place à l'Assemblée nationale. Derrière, je suis désolé, mais il faut quand même un certain niveau de standing. Et je parle même pas de diplôme, mais je parle juste de savoir un peu où on habite et que dire aux médias, parce que derrière, des députés, il n'y en a pas des millions, il y en a 577, donc il faut quand même mettre le haut du panier en principe. Et ils n'étaient pas du tout prêts à le faire, et j'ai l'impression que, je ne sais pas si maintenant ils sont prêts à le faire, mais je ne ressens pas cette véritable volonté de créer une nouvelle élite en quelque sorte. Disons que c'est une critique qu'on peut peut-être faire à l'ensemble de la droite. Sans doute, ouais. Ouais. Tu vois, par exemple, on a mentionné plusieurs fois le Twitch, et on a vu par exemple Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan, Aymeric Caron, François Ruffin aller faire des lives avec Dany Heraz. Maintenant, il n'y a plus que Raz. Mais à l'époque, c'était... Et là aussi, là où ils avaient vraiment une logique assez intéressante, c'est qu'ils mélangeaient, ils faisaient des événements politiques, culture, ils parlaient aussi de sport. Ouais. Et d'ailleurs, c'est peut-être un manque qu'on a à droite, c'est qu'on n'a pas réussi à faire émerger des podcasteurs stars comme aux États-Unis. On n'a pas à singer les États-Unis sur tout ce qu'ils font. Mais je trouve que depuis quelques années, ils nous donnent quand même pas mal de leçons sur pas mal de points. Ouais. Ne serait-ce que la bataille culturelle. Pour le coup, ils sont en train de dominer le truc. Alors bien sûr, il reste ces centres urbains qui sont très à gauche. D'ailleurs, ils viennent d'élire un type plutôt de gauche radicale à New York, donc ça dit toute la chose. Mais en tout cas, sur l'ampleur nationale, ils ont fait ce que les conservateurs des années 90-2000 n'arrivaient pas du tout à faire. Pour le coup. Exactement. Et donc, on a vu la France Insoumise multiplier ses contacts avec des associations, des groupes associatifs, mais même on imagine ne serait-ce, moi ça me fait toujours halluciner, l'élection de Raphaël Arnaud. Il faut qu'on en parle quand même, parce que est-ce qu'on pourrait faire le parallèle avec un parti de droite qu'ose s'afficher avec un membre, avec un groupe, des groupes militants. Ouais. Et pourtant, il faudrait le faire parce que les militants, ils font vraiment un travail exceptionnel. Ils sont toujours sur le terrain, ils sont là pour tracter quand il faut, ils sont là quand il faut faire un service d'ordre ou ce genre de choses. Donc évidemment qu'il faut aller, à mon avis, vers ces connexions et absolument pas s'enfermer à droite dans le côté uniquement parti politique, parce qu'à gauche, eux, ils ont une vraie logique vraiment de faire des connexions avec le monde universitaire, avec le monde associatif, avec le monde militant, avec le monde paramilitant, parfois assez dur aussi. Mais après, je suis pas dupe, je sais que c'est difficile, je sais qu'on est en France, là aussi, toujours cette phrase à relativiser, on a gagné la bataille culturelle, c'est toujours assez compliqué quand même. Hein. Ouais. On voit que les gens assument de plus en plus une partie de leurs idées, on a réussi à faire avancer certaines choses, en tout cas on voit que CNews par exemple, qui est une grosse Bertha, permet de nous ouvrir, mais CNews, c'est vraiment
une bataille gagnée dans une guerre qu'on est en train de perdre ou qu'on a perdu depuis un moment et sur laquelle on essaie de revenir. Ouais. Donc là-dessus, faut pas être dupe, les connexions sont toujours difficiles à faire. Et là, peut-être qu'il faudrait revenir au sein du Rassemblement national, peut-être aussi sur une logique, pas de rupture populiste, bien évidemment, mais par contre, sur pas une radicalité, mais le fait de s'assumer comme un parti d'alternance, sur le fait qu'ils vont proposer un nouveau projet. Et d'ailleurs, le deuxième gouvernement Trump nous l'apprend. Ouais. Trump est arrivé avec une logique claire de rupture en disant « Nous, on dénonce le parti des médias, le parti des juges, le parti démocrate, ce sont des ennemis. » Mais par contre, là où il faut peut-être aussi mentionner le nerf de la guerre, c'est que c'est l'argent. Ouais. Là aussi, il y a toujours des réticences. Il y a certains financiers, comme tu l'as mentionné, Sterrin, qui irriguent une partie des structures dites patriotes. Mais vraiment, ça, des Sterrin, il en faudrait 15 en fait. Et c'est vraiment un modèle qui est assumé et qui est commun aux États-Unis. Ouais, et nous, on a toujours parfois à droite une certaine réticence. On peut parler de l'argent dans un côté, mais par contre, le soutien qu'ils ont beaucoup plus aussi assimilé. On sait que, par exemple, une partie des médias de gauche sont largement fondés par un soutien massif. C'est toujours la bonne blague aussi, la cagnotte Usul. Ouais. Usul oui, c'est vrai. Non, mais Usul a vécu pendant combien d'années avec un Tipeee à 15 000 balles qui tournait dans le vent? C'est vrai, ça. C'est lunaire. Ouais. Et en plus, là aussi, de manière totalement objective, mes chers contemporains, c'était une émission que je suivais, moi, à l'époque. Il avait une émission assez intéressante, ou même celle actuellement qu'il fait sur Blast, d'analyse des médias, qui est vraiment une bonne émission. Oui, qui est une bonne émission sur la forme. La dernière sur la France éternelle est complètement à chier, par contre. Elle est largement nulle. Je peux regarder celle-là. D'ailleurs, Usul révèle son visage réformiste. Tu sais, il y a eu des offres en disant s'il faut qu'on s'acoquine avec les macronistes pour empêcher... Oui, j'ai vu. Il devient social-démocrate. Voilà, exactement. Bon, il l'a toujours été, je pense. Mais il se faisait d'ailleurs souvent tacler là-dessus par Dany Heraz ou même Lapa du Team. Mais donc, il faut comprendre que le soutien financier, on en a tous besoin. Oui, bien sûr. Là aussi, c'est parfois la critique du parisianisme et des gens dans la politique, elle est un peu facile à droite. Non, toi comme moi, on habite à Paris, je pense qu'on fait les choses de manière honnête, et c'est vrai qu'on a besoin d'avoir un soutien, pas forcément financier, mais c'est vrai qu'il faut, à mon avis, normaliser cette notion de solidarité entre nous et notamment de solidarité financière. Ouais, bien sûr. On n'a pas à attendre et à rechercher l'aumône, bien évidemment, mais c'est quand même le soutien financier, ça nous permet d'être périn et de voir sur le long terme. Et ça, c'est très important, notamment dans le militantisme. Ouais, bien sûr. Il y a aussi une question de modèle économique, c'est-à-dire sans même avoir forcément des grands financiers qui te donnent de l'argent, il s'agit aussi d'accepter de faire des placements de produits, des trucs comme ça. Et à droite, en France, on a un peu tendance à se dire « Ah non, mais ça, c'est un peu vulgaire quand même. » Les Américains, ils s'en foutent. Hein. Oui, ils s'en foutent. Vous regardez un podcast de Tucker Carlson. Tucker Carlson, bon, maintenant, c'est un des plus gros podcasteurs. Mais même les autres qui sont en dehors du top 10, ils gagnent quand même bien leur vie, quoi. Ils font des placements de produits pour plein de trucs. Ils s'en foutent complètement. Et aussi, il faut dire qu'il y a un tissu entrepreneurial qui va frôler un peu avec le militantisme là-dessus, qui est beaucoup plus prononcé qu'en France, où on a la limite des toutes petites boîtes indépendantes qui vont dire bon allez vas-y je te file 20 balles pour faire ton truc, parce que aussi on n'a pas la même ampleur économique et puis pas la même culture quoi, par rapport à l'argent. On peut presque avoir honte de gagner de l'argent par rapport à la politique en France, en tout cas quand on n'est pas élu. En fait, il faut vraiment pas minimiser à quel point l'acte de consommation est aussi un acte politique. Oui. C'est tout bête, hein. Alors évidemment, ça peut faire parfois un peu privilégié en disant qu'il faut consommer français parce qu'on sait le prix. Mais par contre, je trouve quand même que c'est des choix à faire, parfois des petits sacrifices. Se restreindre sur une pinte payée qui coûte 11 balles. Ouais, voilà. Alors à Paris, c'est l'extrême total. On paye beaucoup trop cher, mais disons ne serait-ce que 8 €. Mais par contre, si on met 8 € dans un Patreon, j'ai pas de Patreon, hein, je vends pas pour ma soupe. Hein. Ouais. Moi, les gens peuvent me sortir que d'une manière, c'est en achetant mes livres. Et encore, mes livres me permettent pas de vivre. J'ai un travail alimentaire à côté. Mais pour d'autres créateurs, pour des partis, pour des groupes militants, parfois, ne serait-ce qu'un achat, parce que eux, ils ont cette logique, en tout cas, à gauche, de soutenir par l'achat de l'argent. Donc des choses à développer. Et même pour peut-être finir avec les podcasteurs américains. Les podcasteurs américains, ils parlent politique, mais derrière, un podcast comme Joe Rogan, il peut aussi parler de sport. Ouais, bien sûr. Je trouve que c'est intéressant aussi de s'ouvrir là-dessus. Ouais. Et peut-être qu'on a trop souvent, à droite, dénigré les choses un peu plus de la société civile. Ouais. Et là, par contre, c'est fondamental.
c'est capital d'avoir demain des sportifs, d'avoir des chefs d'entreprise, d'avoir des gens dans le monde de la culture, dans le cinéma. Je sais que c'est difficile, chacun dans son milieu fait comme il peut. Faut pas aussi cramer des personnes. Mais par contre, d'avoir des gens qui s'affichent. Et on peut pas leur demander demain d'avoir la même radicalité qu'on a de nous. Absolument. Moi, quelque part, un Thibaut Inchep qui dit déjà qu'il accepte qu'il y a un drapeau bleu, blanc, rouge derrière lui et qui se dit patriote, même si je sais que c'est un macroniste bon chic, bon genre, je n'en demande pas plus en fait. Je leur demande juste de ne pas cracher ouvertement sur nous. Ouais. On pourra peut-être évoquer vite fait le cas Benoît Saint-Denis, avec, je pense peut-être qu'il était mal conseillé, je ne sais pas, je ne le connais pas non plus. Mais disons que oui, si on peut avoir au moins des personnes dans le monde, on va dire, associatif et culturel, pris au sens large, qui ne nous crachent pas dessus, il ne faut pas attendre d'eux une certaine radicalité qu'on a nous. Mais par contre, c'est quand même intéressant de voir comme ça que ça évolue un petit peu. Ouais. Après, je pense que c'est aussi quelque chose qui vient... je sais pas si c'est l'œuf ou la poule, mais enfin, le milieu politique de droite lui-même entretient un peu cette honte d'être de droite, c'est-à-dire que ça existe depuis des décennies. Il y a le côté, le camp dira-t-on, c'est-à-dire j'ai mes opinions, mais enfin, est-ce que mes opinions vont être quand même acceptées par le camp d'en face ? On voit bien que Mélenchon, il en a rien à foutre. Et d'ailleurs, moi, je vois pas mal de gens, même dans mon milieu, qui me disent non, mais Mélenchon, quand même, avec tout ce qu'il fait, tu te rends compte ce qu'il a dit sur Israël, machin, telle ou telle manifestation, là. Il a dit quoi, machin, donc il arrivera jamais au second tour, c'est pas possible, il a trop de casseroles. Moi je trouve qu'il maintient extraordinairement bien son bloc autour de lui, qui est probablement quelque chose de l'ordre de 10 à 15%, qui est un bloc vraiment solide, et il passe jamais en dessous, alors que à la présidentielle précédente en 2022, fin 2021, il est donné à peu près à 8%. Pareil, si on reprend même, j'ai noté ça, même en septembre 2011, donc avant sa première présidentielle, pareil, il est donné à 3, 4, 5, 6%, quoi. Bon, à chaque fois, on voit qu'il part de tout en bas et il grappille des points à gauche. Donc, 13 points pour Glucksmann qu'on lui donne aujourd'hui. En fait, c'est des super réserves de voix pour Mélenchon parce qu'à 3 semaines de la présidentielle, ils savent où ils habitent, les mecs. Enfin bon, il assume cette conflictualité, ce qui lui donne certes une mauvaise presse, d'un point de vue de la majorité de la population, mais qui lui donne aussi un ancrage extrêmement solide. C'est-à-dire que ce qu'on lui a pris là, on peut pas lui prendre plus. Il peut pas descendre plus bas, en fait, c'est juste pas possible. Et on a l'impression qu'il y a la même chose qui se passe avec Trump et son administration, c'est-à-dire qu'ils acceptent totalement, ils intègrent totalement les codes d'Internet. Toute polémique, en fait, mais est totalement évincée directement d'un revers de main. C'est-à-dire que, en fait, rien ne compte. Et on a l'impression que, d'un seul coup, les démocrates sont complètement désemparés parce que ce qui marchait avant avec les anciens conservateurs, les anciens républicains, en gros, chantage homosexisme, chantage au racisme, ce genre de choses. Maintenant, ça marche plus du tout, donc on sait même plus où ils habitent. Et on a presque l'impression que, en dehors du coup de leur centre politique que sont en fait les centres urbains, ils sont complètement impuissants, les mecs. Oui, bah moi je te suis totalement. Et là aussi, c'est intéressant de voir parce que moi je pense que dans un cas d'opposition entre la FI et le RN au second tour, ça serait peut-être beaucoup plus serré qu'on ne le pense. On nous vend toujours quasiment un 60-40 ou un 55-45. Voire même un 66-34. Ouais, alors là, moi, je pense que ça serait beaucoup plus serré que ça. Parce que là, on a aussi un phénomène peut-être inverse. Tu l'as mentionné avec le cas, par exemple, palestinien, où des gens disaient « Ah oui, quand même ». Peut-être, tu sais, pendant très longtemps, on ne disait pas qu'on votait Rassemblement National, mais on votait Rassemblement National dans l'isoloir. Ouais. Peut-être qu'aujourd'hui... on va dire une droite plus conventionnelle dit qu'elle votera Rassemblement National, puis une fois dans l'isoloir dira « Ah ouais, non, quand même, je peux pas un dernier coup ». Alors qu'à gauche, c'est complètement l'inverse, j'ai l'impression. Peut-être l'inverse, ouais. Peut-être que les gens disent un peu moins « Je vote pour Mélenchon », mais eux, dans l'isoloir, t'es sûr qu'ils voteront Mélenchon. Ouais. Et j'ai peur que dans un second tour, Mélenchon, comme je l'ai dit, avec une politique, ou en tout cas un discours où il se recentrera, où il arrivera à réagripper une partie du bloc central en disant « Mais vous inquiétez pas, avec nous, il se peut que ce soit beaucoup plus serré qu'on ne le pense. C'est possible, ouais. Et d'ailleurs, moi, je suis quasiment certain que, par exemple, à la fin de la préparation du premier tour, on aura encore des appels via Squeezie, via les universités, et ils vont réussir à mobiliser
tous ces champs de la société civile pour créer une atmosphère aussi qui leur soit positive. Oui. Ils ont toujours cette volonté. Et pour refaire passer Mélenchon pour un social-démocrate, c'est-à-dire que oui, bon, d'accord, parfois il a des excès, mais c'est parce qu'il est un peu colérique, il a des angles comme ça, mais au fond, c'est un mec tranquille. Et au pire, on jettera les radicaux sous le bus. Voilà, c'est ça. Non, mais vous inquiétez pas, on fera attention quand même quand on sera au pouvoir. Le plus important, c'est quand même d'éviter qu'il y ait le fascisme qui arrive. Non, n'oubliez pas que c'est vraiment un vrai stratège politique là-dessus. Ouais, tout à fait. Et que s'il s'est engouffré dans cette voie du palestinisme et de la défense, ou en tout cas de cette rupture avec l'ordre général de la politique sur le dossier israélo-palestinien, ne pensez pas que ça a été fait sur simple mouvement d'humeur. C'est une stratégie longuement réfléchie. Bien sûr, et moi je vois pas de raison pour laquelle il serait en dessous de 20% à la prochaine élection, dans la mesure où il a déjà été au-dessus de 20% en 2022, et qu'il a été beaucoup plus radical en 2022 et beaucoup moins consensuel qu'il ne l'était en 2017. Honnêtement, quand je voyais les sondages en 2022, quand il était à peu près autour de 13-14, je me suis dit, bon, c'est cohérent, parce que il a fait 19,5 en 2017. Maintenant, il s'est forcément coupé d'une partie de sa base qui est sans doute passée soit abstentionniste, soit chez le Rassemblement National, ce qui pouvait correspondre à genre 4, 5, 6%, allez, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, c'est assez cohérent, et j'étais très surpris de voir son résultat final. Il est dans une logique beaucoup plus de rupture qu'en 2017. Je me souviens, tout le monde disait en 2017, oui, bon, Mélenchon, je l'aime pas, mais enfin, c'est quand même un homme admirable, il a beaucoup de culture, c'est un grand orateur, alors qu'en 2022, c'était vraiment un danger pour la société. Oui, ça s'était renversé un peu. Voilà, ça s'était complètement renversé. Il y avait un peu comme ce qu'avait connu Marine Le Pen, finalement, une démonisation en quelque sorte sur Mélenchon. Malgré ça, il a fait quand même un meilleur score au premier tour, parce que beaucoup de personnalités de gauche se sont dit, bon, quand même, il faut qu'on ait un candidat au second tour. Et Mélenchon, je suis peut-être pas très fan, mais enfin, quand même, c'est le seul candidat qui est capable de mettre la gauche au second tour. Donc, je vais y aller. Ils n'ont pas réfléchi beaucoup plus que ça. Ils ont été très disciplinés en ce sens-là. Peut-être qu'on reviendra. Et je pense qu'on y reviendra totalement. Et d'autant plus que normalement, le seuil de qualification sera moindre. Sera beaucoup plus bas, puisque à l'époque, en 2022, il s'agissait de dépasser Marine Le Pen. Maintenant, je pense qu'on en est très très loin. Il s'agit de dépasser un candidat centriste. Et déjà, il y a un fait quand même intéressant que presque personne ne note chez les sondagiers ou autres, c'est que, et chez les journalistes, c'est que on teste Édouard Philippe, on teste Gabriel Attal, déjà on les teste assez bas par rapport à ce qu'ils étaient auparavant. Gabriel Attal, je crois que maintenant il descend sous les 10%, enfin quelque chose comme ça. Alors il a 11 à peine. À 11, quelque chose comme ça. Édouard Philippe, selon le sondage, selon qui est en face, il est à entre 15 et 18, en gros, quelque chose comme ça. Donc ça descend énormément. Donc pour moi, déjà, le seuil, il est atteint. Et en plus de ça, il y a absolument une possibilité quand même assez probable qu'il y ait plusieurs candidats centristes. C'est-à-dire que Gabriel Attal et Édouard Philippe sont officiellement presque, en tout cas pour Édouard Philippe, candidats à l'élection prochaine, alors qu'ils sont dans une cabine téléphonique. Il y a Gabriel Glucksmann qui semblerait pencherait pour y aller, ou peut-être le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Apparemment, Bayrou a envie de faire un petit peu de remue-ménage, il peut prendre 3-4%, ça peut quand même faire beaucoup de dégâts. Mais là où tu as tout à fait raison, c'est que dans mon prochain livre, pour moi, le bloc central, c'est de Marine Tondelier à Bruno Retailleau. Ouais, on en arrive en tout cas, par les logiques électoralistes et les intentions de vote, à ce fait. Oui, effectivement, parce que le Parti Socialiste, alors après 2017, je pense que ça a été un énorme traumatisme. 6%, ils sont totalement entre le marteau et l'enclume que sont à ce moment-là Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Ils décident de s'allier avec Mélenchon et les écolos à partir de 2022. Ils le refont en 2024. Ils maintiennent un certain équilibre. Ils arrivent même à augmenter leur nombre de députés, donc ils sont plutôt gagnants. Je pense qu'à ce moment-là, c'est un très mauvais calcul pour eux de le faire avec le bloc central, parce que le bloc central est tout simplement trop puissant. Maintenant que le bloc central est en train de perdre cette hégémonie, ça peut redevenir intéressant pour eux de dire, bon les gars, venez, on pèse encore un petit peu, on n'est plus à 5% ou pire sous Hidalgo, maintenant on pèse 13-14, donc on est presque à égalité, quoi. Tout à fait d'accord, ouais. Voilà, donc c'est tout à fait une possibilité. Alors après, je sais pas où situeront les LR. Et il reste un peu de temps, il reste du temps, et c'est d'ailleurs avec la vitesse à laquelle les événements peuvent aller en ce moment, il est même pas dit qu'il y ait une présidentielle en 2027, elle aura peut-être lieu avant, peut-être même que la prochaine grande échéance électorale, ce sera pas du tout une présidentielle, mais ce sera une législative. C'est une possibilité. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé aussi du fait que
ne serait-ce que pour par exemple l'Union européenne. Si on arrive à un second tour, Marine Le Pen ou Jordan Bardella contre Jean-Luc Mélenchon, ça puisse aussi, un peu gronder à ce niveau-là. Oui, bien sûr. Pas besoin de revenir sur le cas roumain, sur le cas de la Moldavie. On a vu même certaines déclarations de Thierry Breton en disant que s'il y avait certaines suspicions d'ingérence russe, il se pouvait très bien qu'on arrive aussi à une annulation. Là, c'est des situations extrêmes qu'on évoque. Il faut quand même, à mon avis, se méfier. On voit que l'AfD est en voie d'être un parti quasiment interdit, ou en tout cas ultra sanctionné en Allemagne. Donc si on arrive, on verra l'évolution géopolitique dans 2 ans qui va continuer à évoluer dans une situation vraiment extrême. Est-ce qu'entre guillemets la superstructure européenne, vraiment les gens qui tiennent les institutions véritablement, et même en France, auront tout intérêt à ce qu'on se retrouve dans une situation française avec d'un côté Marine Le Pen, on va dire le RN, et de l'autre côté Jean-Luc Mélenchon? Ouais. Pas certain. Non, c'est sûr que là, on raisonne en vase clos, on n'est pas à l'abri d'un choc exogène. Je pense même à la question de la dette. Sans parler de ça. Voilà, on risque d'avoir des affrontements intérieurs. Voilà, aussi. Voilà, il peut se passer énormément de choses. On a l'impression que sur plein de sujets, la bouilloire est en train d'éclater. Donc, effectivement, il peut se passer pas mal de choses. C'est difficile de raisonner effectivement dans une certaine prévisibilité en se disant tout va se passer comme prévu. Il y aura une bonne et belle élection en 2027. Il peut se passer énormément de choses avant. Voilà, je crois qu'on a fait pas mal le tour de la question de Mélenchon. Je renvoie les gens vers ton livre, Mélenchon, le bruit et la fureur, aux éditions de la Nouvelle Librairie. Donc voilà, je mettrai le lien pour l'acheter directement sur le site de la Nouvelle Librairie dans la description de la vidéo. Merci d'être venu sur cette chaîne. Je te remercie, ouais. Et bienvenue. J'imagine que les gens t'auront apprécié. Et je dis à nos auditeurs de s'abonner, d'activer la cloche. C'est ça. Voilà, likez la vidéo, repartagez, etc. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'Institut des Libertés.